corps. Tout ça, ce sont des éléments qui sont vraiment primordiaux pour pouvoir entrer dans le processus de deuil. Qui est mort? Quel est le lien que j'avais avec la personne? Est-ce que c'est un jeune père de famille? Est-ce que c'est un grand-papa? Sans minimiser, il n'y a aucune différence de plus ou moins, c'est le lien qui compte. Et puis surtout aussi la participation aux funérailles, aux cérémonies d'adieu, aux rituels, c'est aussi très important pour pouvoir avoir posé un acte. Il y a un psychologue canadien, M. Gilles Deslauriers, qui a établi un processus qui vaut aussi pour tous les changements. Et il a décrit 3 phases dans le processus de deuil. La première phase, c'est la rupture. La deuxième phase, c'est l'errance. Et la troisième phase, c'est la relance ou l'espoir. Donc la première étape, la rupture, c'est là où on est un petit peu dans une phase de choc. Le cerveau protège un petit peu le reste de l'individu parce que la réalité, elle est trop difficile peut-être à entendre. Et surtout, moi je fais souvent cette image que l'information, elle est là, mais elle a de la peine à descendre au niveau du cœur, de ce qui s'est vraiment passé. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein. Quand on parle de processus de deuil, je vais encore bien préciser que c'est un processus qui est normal, puisqu'on en fait toute la vie, on n'est pas tout le temps impacté de la même manière, bien sûr, mais on a tendance un petit peu à penser que quelqu'un qui est en deuil et que ça se prolonge, entendons-nous sur le prolonger, chacun son rythme, vraiment j'insiste là-dessus, eh bien on a tendance à dire que la personne elle est en dépression ou alors dans la première phase, ce n'est pas le cas parce que parfois elle peut se retrouver dans un enterrement en parlant avec les gens, en donnant le change, puis on dit oh ben elle est forte. Et peut-être bien qu'elle montre beaucoup de dignité à ce moment-là, mais la force n'est pas forcément quelque chose qui est descendu à ce niveau-là. Hein, elle n'a pas encore réalisé au niveau émotionnel. Et si on parle des émotions, eh bien, la première émotion qui apparaît, c'est déjà la peur face au changement, face à quelque chose d'inconnu. La peur, qu'est-ce que je vais devenir? Ça ne va plus être comme avant. C'est au niveau relationnel, avec les liens sociaux. Au niveau financier, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va mourir encore? Est-ce que je vais mourir? Ça, c'est une émotion qui n'est pas forcément identifiée, mais qui est quand même présente. Ensuite, il y a la colère. La colère qui fait qu'on a besoin d'avoir un bouc émissaire. On a besoin de trouver quelqu'un de responsable. Alors ça peut être Dieu, ça peut être quelqu'un qui a dit quelque chose qui était inadéquat, mais en tout cas cette colère, elle est saine, elle est importante. Et ce qui est important, c'est de pouvoir au moins dire, voilà, je suis en colère. On ne peut pas dire je suis en colère contre la personne qui est décédée, parce qu'à ce moment-là, on est tellement rempli d'amour et de surprise en plus qu'on n'a pas conscience que en fait c'est la colère, elle est tu m'as abandonné. Mais en tout cas, c'est important qu'elle soit là, bien présente, qu'elle soit bien identifiée. Une autre émotion, un mélange d'émotions qui vient, ça peut être la culpabilité, selon comment la personne est décédée, hein, s'il s'agit d'un suicide ou s'il s'agit d'un enfant. Eh bien, cette culpabilité, elle témoigne un petit peu du fait qu'on aurait envie de renverser la vapeur. Et si j'avais dit, et si j'avais fait, c'est parce que ça traduit l'indicible, l'impossible. On est vraiment face à l'impuissance. Elle n'est pas toujours présente, cette culpabilité. Hein. Parfois, quand on accompagne quelqu'un longtemps, il est possible qu'on soit apaisé au moment de son décès. Ensuite vient la tristesse et c'est ça qui nous amène gentiment
dans la phase d'errance. La phase d'errance, elle est bien nommée parce que c'est là où on a tous ces symptômes de dépression qui n'en est pas une. Mais les gens ont peut-être un petit peu plus de peine à dormir. Ce qu'ils ont besoin surtout, c'est de coucouner, de rester à l'intérieur. Et puis là, comme ça intervient quelques semaines à quelques mois plus tard, ben, les gens un peu moins proches vont dire « mais viens regarder, dehors il fait beau, c'est le printemps ». Et puis le besoin de la personne, il est tout ailleurs parce que vraiment ce qu'elle a besoin, c'est de se retrouver, de pleurer, de consulter les albums photos, vraiment de faire un retour sur le passé. Et puis elle a cette image de son défunt, de quelqu'un qui n'avait pas de défaut. Donc c'est important pour elle d'entretenir ce moment-là. Et puis de respecter pour les proches et les personnes moins proches, de penser que ben, si elle me dit non, c'est qu'elle a peut-être un autre besoin. Et je ne vais pas avoir peur de ses pleurs, de ses larmes, parce que ce n'est pas ça qui va la rendre, on ne meurt pas de pleurer. Hein. C'est vraiment de pouvoir exprimer, ça lave un petit peu la cicatrice, hein, rappelez-vous. Enfin, elle n'est pas encore tout à fait fermée, hein, ce n'est pas encore une cicatrice. Voilà. Donc les symptômes, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui est fatigué, qui a de la peine à se concentrer, qui parfois se répète, qui a des pertes de mémoire peut-être, je pèse un peu sur le trait, mais ça arrive quand même lors d'un deuil violent qu'on ait ce genre de symptômes, même en étant jeune. Et ça peut aussi arriver qu'elle soit aussi sujette à des infections, des virus qui traînent par là. Eh bien ça peut être aussi pris en compte, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait une dépression. La dépression, c'est une maladie qui peut s'installer hein, si le déni, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je dois aller un peu vite, mais le déni, c'est quand même quand on refuse un peu la réalité. Hein, c'est pas volontaire, bien sûr, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas descendu. Et des fois, ça tarde à descendre et ça met parfois des années. Et c'est là qu'on peut peut-être parler d'un deuil pathologique. Et puis la dépression, c'est quand il y a déjà un terrain, une fragilité chez la personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner... Ah non, j'ai oublié de vous parler de la relance quand même, parce que quand même, à un moment donné, ben, il y a une lueur d'espoir, il y a une possibilité de se projeter dans l'avenir, de faire peut-être des projets, peut-être dans un mois, peut-être pour les vacances d'été. Ça vient tout gentiment. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai moins pensé, ça m'a moins fait mal. Je suis en train de remarquer que il avait quand même des défauts. Hein. Il n'arrivait pas toujours à l'heure, ou enfin voilà, des choses qui reviennent un petit peu, qu'on remet la personne là où elle était. Parce que le lien, ce qui s'est passé, c'est que le lien s'est transformé en un lien physique, en un lien virtuel, spirituel, un lien du cœur. Et ce lien-là, il ne va pas disparaître. Et ça, c'est la grande peur hein, des endeuillés, c'est d'oublier son défunt. Marie, elle a été mariée 45 ans. Elle ne peut pas faire un deuil en 3 mois. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré chez une dame que j'ai accompagnée. Après 2 mois, mais même pas, après 1 mois, des gens lui disaient « mais tu es malade, mais tu es en dépression, ça ne va pas ». Et son mari était décédé et elle l'avait accompagné pendant presque toute sa vie. Ce monsieur avait été malade. Et c'est violent de recevoir des injonctions de la part des autres comme ça, en disant « mais en fait, ce que tu as vécu, c'est bullshit, quoi ». Donc, quand on arrive à cette phase de relance, on est un petit peu... On est aussi capable de se pardonner peut-être s'il y a des choses on avait peut-être pas dit, pas fait, peut-être que c'est ce moment-là où on est un petit peu plus apaisé avec soi. Et peut-être on peut aussi pardonner à l'autre d'être parti. C'est le moment où on est capable peut-être de faire un peu du tri dans les affaires de la personne. Il y a des personnes aussi qui font des associations, comme si vous avez entendu parler de Grégory le Marchal ou
Marie Fugain, c'était la fille du chanteur. Toutes ces personnes sont décédées. Eh bien, les parents ont créé des associations